Voilà, je vous remercie tous pour être restés et puis pour cette petite perturbation de l'emploi du temps. On avait un programme qui était bien chargé et j'en profite aussi pour remercier Clément pour l'organisation de cette journée qui était vraiment très passionnante dans le domaine des matériaux à l'interface de la biologie et de la médecine. Donc moi, je vais vous parler d'une thématique qui est un petit peu émergente, qui est celle des nanosondes pour l'imagerie in vivo avec des propriétés de luminescence persistantes. Donc, des images, on en a vu beaucoup aujourd'hui. Et donc, si on récapitule un petit peu l'ensemble des techniques d'imagerie que l'on a pu voir aujourd'hui. Alors, on voit ici toutes ces méthodes d'imagerie qui ont été classées par énergie. Donc, les plus énergétiques ici avec l'émission de positrons, ou de l'émission radioactive, pour aller jusqu'aux techniques d'échographie, les moins énergétiques. Donc ces techniques, on peut aussi les classer sous forme d'imagerie. Alors imagerie qui est structurale, comme ici dans le cas de la radiographie X, qui va vous amener une information qui est plutôt d'ordre anatomique. Et donc ici, on va avoir des informations sur le squelette. L'IRM, dans les premières générations d'appareillage, c'est aussi de l'imagerie structurelle qui, cette fois, vous apporte des informations sur l'anatomie des tissus, plus particulièrement. Donc, indépendamment donc, de ces imageries structurelles, on va trouver aussi de l'imagerie qui est plutôt fonctionnelle. Donc, elle va plutôt s'intéresser au métabolisme, et plus particulièrement dans les zones où ce métabolisme va être exacerbé. Et on a vu aujourd'hui des exemples, effectivement, de PET et de scan PET. Dans le cas de l'IRM, vous voyez qu'ici, on a associé structurel et fonctionnel. La partie fonctionnelle concerne essentiellement les nouveaux appareils d'IRM qui sont nettement plus performants et qui ont des meilleures résolutions qui permettent effectivement d'avoir ces informations fonctionnelles. Alors, au milieu de tout ça, on a mis l'imagerie optique. Alors, l'imagerie optique, aujourd'hui, elle est encore très peu étudiée au niveau médical. Donc, elle ne rentre pas du tout dans ces techniques d'imagerie. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, c'est quelque chose de relativement émergent au niveau clinique, même s'il y a eu énormément d'études qui ont été faites au niveau cellulaire, donc sur des études in vivo et des études in vitro, mais sur petit animal. Alors ça vient au développement aussi des techniques, des technologies. Et là, ici, on a un photoimageur qui est développé par la société Biospace. Et donc, ces imageries, elles sont rendues possibles aujourd'hui avec le développement de caméras CCD qui sont extrêmement performantes. Et dans ce domaine aussi de l'imagerie optique, on a des exemples de développement instrumentaux vraiment spectaculaires dans le cadre de microscopie confocale. Ces imageries, elles vont utiliser donc les photons comme source d'information et comme vous pouvez le voir ici, finalement, ce sont des technologies qui seront faciles à mettre en œuvre et qui auront un coût expérimental qui sera largement compétitif par rapport aux techniques d'imagerie que l'on a pu voir juste précédemment. Au niveau clinique, il y a quand même quelques essais qui sont faits en ce moment sur l'évaluation de techniques d'imagerie et plus spécifiquement dans le domaine de l'ophtalmologie. Alors ça vient du fait qu'effectivement sur l'œil, c'est difficile de faire des biopsies et on va rechercher des méthodes d'imagerie les plus sophistiquées possibles pour avoir des diagnostics. L'avantage d'utiliser des photons, c'est qu'on a une innocuité qui est tout à fait remarquable et ce qui va permettre des fréquences importantes des examens, contrairement à d'autres techniques d'imagerie. Donc les applications escomptées, si aujourd'hui on a vu qu'effectivement c'était peu développé, on dit parfois effectivement que cette technique d'imagerie optique, ce seront les techniques du futur et qu'elles vont permettre effectivement le dépistage, surtout le diagnostic précoce, surtout au niveau des cancers. Je pense que c'est un besoin de notre société. Et puis aussi des informations structurelles avec de la biodiversité des cellules in vivo, cette fois chez l'homme. Donc au niveau de l'utilisation de ces techniques optiques, d'imagerie optique, on a quand même un certain nombre de contraintes qui sont liées à l'environnement biologique et plus particulièrement au tissu, à l'eau et puis aussi, donc vous voyez ici, au sang. Et on a une fenêtre qui est relativement étroite, qui est entre 600 et 1300 nanomètres, dans lequel effectivement on va pouvoir avoir les phénomènes de diffusion des photons. En dehors de cette fenêtre, on a une absorption des photons qui va être vraiment importante et qui ne permettra pas effectivement d'observer ces photons de façon classique. Et là, on voit bien effectivement, tout le monde, je pense, s'est amusé à mettre sa main devant une ampoule, une lumière blanche en tout cas, et ce que l'on voit effectivement ici, c'est cette zone qui correspond à la couleur rouge.
Et un autre inconvénient des tissus, c'est que lorsque l'on va effectivement irradier un tissu avec des photons, ce que l'on voit, c'est une autofluorescence des tissus. C'est-à-dire qu'il y a dans les tissus des fluorophores endogènes qui eux-mêmes vont répondre à l'irradiation. Donc ça, on peut l'utiliser directement comme méthode d'imagerie, mais lorsque l'on va utiliser des sondes d'imagerie, ça peut être un inconvénient, puisqu'effectivement, si on irradie la sonde, eh bien, on va avoir un signal qui est perturbé par ce signal parasite qui va venir des tissus. Au niveau des sondes moléculaires, on distingue ici donc, des sondes qui sont les fluorophores, on va dire qui sont les plus anciennes. Donc ce sont des composants qui vont fluorescer. Donc ici, on a un exemple de fluorescéine et de cyanine. L'avantage, c'est qu'on en a un grand nombre avec des très bons rendements quantiques. L'inconvénient, comme on peut le voir ici, c'est un phénomène d'auto-blanchiment, c'est-à-dire que le fluorophore que l'on va utiliser va peu à peu se dégrader. Et il est très sensible aussi au niveau de l'environnement et notamment au pH de l'environnement, et il va pouvoir se détériorer et on va perdre l'imagerie très très rapidement. Plus récemment, on a vu émerger des protéines, donc des protéines fluorescentes ou bioluminescentes. Les rendements sont un petit peu moins bons. Ici, dans le cas des protéines fluorescentes, leur utilisation chez l'homme peut être particulièrement limitée à cause de la sensibilité. Donc il faut vraiment les irradier pour pouvoir avoir une réponse. Et comme on a vu que l'on était contraint par l'autofluorescence des tissus, eh bien ici on va avoir une difficulté à observer finalement ces protéines fluorescentes à cause effectivement de ces signaux parasites des tissus. Dans le cas des protéines bioluminescentes, c'est de la chimiluminescence. Donc en fait on a des réactions enzymatiques qui vont produire des éléments colorés. Et là effectivement c'est peu envisageable chez l'homme. Au niveau des nanoparticules, les nanosondes qui ont été le plus étudiées sont probablement effectivement les quantum dots. Donc ces quantum dots, ils ont une émission qui est avec une brillance très très importante, avec une possibilité de faire varier la longueur d'onde d'émission à travers la taille et la forme de ces particules. L'inconvénient, c'est tout ce qui est lié à la toxicité, puisque vous savez que ces matériaux sont essentiellement à base de cadmium notamment et qui sont très cytotoxiques, et aussi un phénomène de clignotement, même si aujourd'hui, par des systèmes cœur-coquille, on arrive à limiter ce phénomène de blanchiment. Dans les années 2007, on s'est attardé, nous, sur des matériaux un petit peu spécifiques aux matériaux à luminescence persistante qui sont bien connus au niveau macroscopique, puisque ce sont ici, vous voyez, des matériaux qu'on utilise couramment dans la signalétique, notamment dans le noir. Donc ici, des issues de secours ou de l'affichage sur les montres. Donc ces matériaux, ce sont principalement des oxydes ou des oxysulfures. Donc vous en avez ici une représentation d'un grand nombre de compositions possibles qui vont être dopées, donc soit par des ions terres rares, soit par des ions de transition, des éléments D, et qui vont émettre ici dans le domaine des visibles lorsqu'on va les exciter. Et donc, en fonction de la composition chimique et de la nature des dopants, vous voyez qu'il y a une grande gamme de couleurs qui est possible. Alors, si on considère la fenêtre des transparences des tissus, donc on va se positionner ici plutôt dans le rouge, et on voit effectivement qu'on a un grand nombre de compositions possibles pour des matériaux qui émettraient dans le rouge et qui auraient une grande stabilité chimique et aussi donc une inertie chimique et une toxicité relativement faible. Alors, on s'est afféré à synthétiser des nanoparticules de ces matériaux pour pouvoir effectivement réaliser ces nanosondes pour l'imagerie optique. Alors l'avantage, c'est que ces sondes, on peut les irradier avant l'injection, donc on s'affranchit effectivement de l'autofluorescence des tissus, et on observe, comme elles vont émettre effectivement sur des temps longs, ce sont des systèmes qui vont accumuler des photons et qui vont les relarguer, mais de façon très différée par rapport à l'excitation. Donc on appelle ça effectivement de l'émission retardée, et on a comme ça sur plusieurs minutes, voire plusieurs heures, émission de ces photons après irradiation. Donc on a breveté finalement cette méthodologie
donc ici en 2007, 2006 pour le dépôt et 2007 pour l'acceptation du projet. Donc on a créé ces sondes qui sont capables d'émettre dans le rouge le proche infrarouge, et on a vérifié effectivement que l'on pouvait faire de l'imagerie avec ces systèmes. Alors, si on regarde un petit peu au niveau des procédés, donc ce sont des matrices de silicate qui sont dopées d'air rare. Donc ces matrices, généralement, elles sont obtenues à haute température. Pour en faire des nanoparticules, on a dû amorcer finalement la cristallisation de ces systèmes dans des réseaux siliciques. Donc on a créé un gel de silice, alors soit directement massique, soit sous forme de nanoparticules de silice par des procédés Stauber, qui contiennent tous les éléments pour la cristallisation. La cristallisation, vous voyez, elle est amorcée à haute température pendant des temps qui sont relativement longs et sous atmosphère d'hydrogène pour avoir ici de l'europium 2+, qui n'existe pas en tant que sel. On part d'un sel d'europium 3+. Et donc, ce que l'on obtient à la fin, ce sont des systèmes cœur-coquille. Donc, il a fallu ici toute une technologie qui a été développée par Céline Rosticher, qui est de redissoudre ensuite donc, la couche de silice pour pouvoir libérer les nanocristaux. Donc, ici, on obtient des séries de nanocristaux qui font 50 nanomètres. Alors, si on étudie leurs propriétés optiques, donc ici, on a un spectre d'absorption. On voit effectivement que ces matériaux absorbent dans l'UV. Donc on peut les irradier sous UV. On va créer donc un état excité où des électrons de l'europium 2+, vont passer par la bande de conduction de la matrice, ici, dans des niveaux qui sont proches de cette bande de conduction et qui sont des pièges à électrons. Et on voit plus particulièrement ici donc, le dysprosium 3+, qui va devenir dysprosium 2+, qui va ici donc servir de réservoir à électrons. Et on a aussi des lacunes d'oxygène, des lacunes du réseau, qui vont également servir de tremplin pour garder ces électrons ici piégés sur l'élément dysprosium. Cet europium 2+ devient un europium 3+, et on va retrouver ici un trou donc, qui est piégé sur le manganèse. Si on augmente légèrement la température, on va avoir des piégeages de ces électrons. Alors, ça peut se faire à température ambiante, mais ce sera plus long. Et sur une petite variation de température, comme on peut l'observer lorsqu'on va avoir une injection dans l'animal, eh bien, on va avoir libération de cet électron qui va ici donc, se recombiner sur les orbitales D du manganèse, et on va observer une transition DD pour revenir sur l'état fondamental du manganèse 2. Donc émission à 680 et à 580 que l'on peut observer donc ici sur ce graphe qui représente donc l'intensité émise en fonction de la longueur d'onde. Ce que l'on voit, c'est qu'il y a aussi des chemins parallèles, des chemins parasites, et on observe également une émission à 480 qui est présente ici, avec une intensité relativement forte et qui correspondrait à une désexcitation, mais cette fois via les niveaux excités de l'europium 2+, donc un état excité 4F6 5D1 vers un état fondamental 4,7F de l'europium. Quand on regarde dans le temps, on voit effectivement qu'on a un déclin de la fluorescence qui est de l'émission de la luminescence persistante, qui est relativement long. Donc ici, on a un signal sur 400 secondes, ce qui est tout à fait raisonnable. Alors, l'émission responsable de cette luminescence persistante, c'est celle qui est ici à 680. Ces deux émissions, elles sont liées au fait que dans la matrice, on a un site calcium. On a un site calcium et un site magnésium. Et le manganèse, en fait, peut occuper l'un et l'autre des deux sites. Et comme les énergies vont être différents, puisque ici, on aura un environnement qui va être différent, eh bien, on voit effectivement que le magnésium en site manganèse va conduire à cette émission à 680, qui est, elle, responsable de cette luminescence persistante. Alors, cette luminescence persistante, en fait, elle dépend d'un grand nombre de paramètres, donc y compris, finalement, de la composition chimique de la matrice. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, on a dit que la luminescence était liée au manganèse, à la présence du manganèse dans ce site magnésium. Si on fait varier la température de recuit, c'est-à-dire l'état de cristallisation, ou la composition chimique même de la matrice, eh bien, on va moduler la distribution de ces sites manganèse. Donc ici, au niveau de la constitution de la matrice, on voit qu'effectivement, si on a une matrice qui est déficiente sous-stoichiométrique en calcium et sur-stoichiométrique en magnésium, on va favoriser finalement la distribution du manganèse sur un site magnésium, et on a une augmentation de cette bande ici à 680.
lorsque l'on a un état qui est fortement cristallin, on va aussi améliorer la symétrie des sites et ça va conduire également à une augmentation de l'intensité de fluorescence. Dans le cas des dopants, on voit ici qu'en fonction de la nature des dopants, par rapport au bas de la bande de conduction, ces dopants vont être à des niveaux qui vont être différents en énergie. Et on voit effectivement que l'écart ici peut varier d'un dopant à l'autre. En substituant le dysprosium par le praséodyme, on a vu tout à l'heure effectivement que les électrons étaient piégés sur le dysprosium. Donc si ces électrons, cette fois, on les piège sur des sites praséodymes, on voit effectivement que le dépiégeage va être plus facile. Et c'est ce que l'on observe ici, donc en bleu foncé, où on compare le déclin de luminescence d'une matrice dopée au praséodyme comparée à celle du dysprosium. Alors on voit effectivement ici qu'on a un déclin qui est beaucoup plus lent, et surtout ce que l'on observe ici, c'est une intensité qui est beaucoup plus importante au départ. Alors en fait, cette intensité qui est beaucoup plus importante au départ, ici, elle va être liée au fait que dans la structure, l'émission de l'europium va être beaucoup plus forte. Et c'est ce qui va expliquer ici qu'en fait, sur des temps très très courts, on va avoir une intensité qui est beaucoup plus importante. Alors, le fait de travailler avec des matrices complexes comme ceci permet effectivement de moduler beaucoup leur composition chimique. Et on peut essayer de concevoir un matériau dans lequel on va avoir des éléments qui vont nous permettre effectivement de faire de la luminescence persistante, donc d'accueillir des dopants et d'offrir des sites qui permettent cette luminescence persistante, mais aussi ici donc des éléments comme le gadolinium qui peuvent être des marqueurs en IRM. Et on peut ainsi, au sein d'un même matériau, avoir du multimodal, c'est-à-dire des matériaux qui vont servir de sonde à la fois en IRM et à la fois en luminescence persistante. Dans les sondes bimodales, généralement, on associe les deux types de matériaux. Donc on prend un matériau qui est sensible en IRM, un matériau qui sert de sonde en imagerie optique, et on essaie de les associer au sein d'une même particule. Donc ici, l'avantage, effectivement, c'est que sur une particule unique, eh bien, on aura les deux propriétés qui seront représentées. Donc dans le cas de ces matériaux, ici, donc, ce que l'on voit, c'est de l'émission de l'europium. Donc le mécanisme est représenté ici. Donc c'est toujours effectivement une excitation où on va aller piéger des électrons. Alors cette fois, les électrons ici vont être piégés sur des lacunes et sur un site titane. Et on va avoir effectivement par dépiégeage une émission à 618 nanomètres, qui est toujours dans la fenêtre du rouge. On a regardé en IRM les propriétés magnétiques de ces matériaux et on voit effectivement ici que le rapport des relaxivités permet de dire que ce matériau est aussi un bon agent de contraste positif, c'est-à-dire en T1. Alors, pour pouvoir valider effectivement le concept de nanosonde luminescente, il a fallu aussi donc travailler sur la fonctionnalisation. Donc ici sont les premières particules qui ont été synthétisées sur des compositions qui sont un petit peu plus complexes, avec des tailles de particules relativement importantes. Ici, vous voyez, entre 60 et 100 nanomètres. Donc ces particules ont des surfaces qui vont être hydroxylées naturellement. Ce sont des matrices d'oxyde, et donc elles vont porter ces charges négatives. Pour pouvoir les fonctionnaliser, donc on a une première étape ici relativement classique de fonctionnalisation par l'aminopropyltriotoxysilane. On va conférer à la particule ici donc des propriétés chimiques, puisqu'elles vont pouvoir réagir avec, par exemple, ici un anhydride glycolique, de façon à avoir des particules négativement chargées, ou refaire une chimie ici avec un PEG carboxylate pour pouvoir créer une couche de PEG et travailler sur la furtivité de ces particules. Donc ce que l'on voit effectivement au niveau de l'imagerie, ces particules chargées négativement sont très rapidement captées ici dans le foie, alors que lorsque l'on a les chaînes PEG, effectivement, on a des particules qui sont mieux distribuées au sein de la souris. Alors, pour ces particules, lorsque l'on travaille effectivement sur la chimie de surface, on voit effectivement qu'on va avoir une captation ici dans le foie ou dans la rate, et que pour les particules pégylées, la captation sera moins importante. Ce qui est important de voir ici aussi, c'est que l'on a travaillé sur 3 types de particules. Donc ici, c'est dans le cadre de la thèse de Thomas Maldinet. Donc des particules de 80, 120 et 180 nanomètres. Et on voit nettement ici que la taille des particules influence fortement la captation, c'est-à-dire que plus les particules sont grosses et plus elles vont être vite retenues ici, comme on peut le voir dans le foie et dans la rate, avec, pour les particules chargées OH-, sans PEG,
tout de suite ici, donc une captation par le foie qui est extrêmement rapide. Donc si on estime les bilans et les verrous technologiques de cette première série de matériaux, hein, ce que l'on voit effectivement, c'est qu'on a un problème de taille, on a des tailles qui sont un peu importantes pour l'application désirée. On a très rapidement ici une perte de luminescence au bout d'une heure, ce qui limite effectivement les examens cliniques que l'on pourrait faire derrière. Donc ce sont des matériaux qui sont encore largement perfectibles, notamment par le fait ici que l'on ne peut pas les réexciter, puisque pour les réexciter, il faudrait utiliser des sources X ou des sources UV, et que, notamment dans le cadre des UV, on ne peut pas appliquer des UV trop forts, et en plus, ces UV vont être captés par les tissus. Donc on a convergé vers une deuxième série de composés. Donc, ces composés donc, ici ont été proposés par Aurélie Bessières, qui avait travaillé dessus donc, à l'échelle macroscopique. Et donc, ces oxydes de type galate de zinc ont des structures spinelles qui sont nettement plus simples, avec des mécanismes aussi qui vont être beaucoup plus simples, puisqu'ici, en fait, ce que l'on va observer, c'est de la luminescence d'ions chrome qui vont être localisés dans les sites gallium. Donc, on va avoir une première excitation qui, cette fois, va se faire dans le visible, et une réémission qui va être également dans le visible. Donc ces matériaux ici permettent effectivement d'avoir une bonne réponse en imagerie optique. Donc on retrouve ici, au bout de 2 heures, une très bonne biodistribution de ces particules nues après 2 heures d'excitation sous UV et une acquisition après 10 minutes d'injection. L'avantage de ces matériaux, c'est qu'en plus, lorsque on les irradie par une lumière blanche, par la présence ici d'un grand nombre de bandes d'absorption dans le domaine du visible, eh bien, on va voir ici une réémission possible des particules. Donc on peut les réexciter par de la lumière blanche et on peut réémettre effectivement une lumière rouge. Alors, avec bien évidemment des intensités qui sont beaucoup plus faibles, mais effectivement la possibilité après d'aller réexciter le matériau et de retrouver ici une trace finalement longtemps après de ces nanoparticules et de suivre un petit peu mieux cette biodistribution sur des temps plus longs que les temps de luminescence persistante. Alors, au niveau de la synthèse, ce sont aussi des synthèses qui sont nettement mieux contrôlées par des techniques de précipitation en solution aqueuse. Et ce que l'on voit ici, c'est qu'on peut trouver une zone de pH, plus particulièrement ici entre 8 et 9, pour lequel on va se trouver au minimum de solubilité du chrome, donc on va favoriser l'insertion du chrome dans la structure, au minimum de solubilité du zinc, on va aussi favoriser le zinc dans la structure. Par contre, on est légèrement décalé du côté du gallium, ce qui veut dire que le gallium rentrera moins dans la structure, et la probabilité pour que le chrome rentre dans les sites gallium, ici, sera beaucoup plus importante. Donc ça fait l'objet ici de la thèse de Morgane Pellerin, qui vient de démarrer donc, dans la NR-Pepsi. Et donc là, on arrive à obtenir des particules nanométriques qui, cette fois, sont tout à fait pertinentes, avec un diamètre de 6,5 nanomètres pour des taux de dopage de 0,5% en chrome. Donc on a une parfaite cristallinité des matériaux. Malheureusement, effectivement, pour avoir de la luminescence persistante, un recuit est toujours nécessaire. On voit effectivement que ce recuit va permettre une symétrisation des sites structuraux et une diminution du paramètre de maille. Donc on a une contraction de la maille qui va effectivement ici permettre cette luminescence persistante. Mais on a des techniques maintenant qui nous permettent effectivement de chauffer à des températures relativement élevées sans modification de la taille. Et donc ici on a des réponses en luminescence persistante qui sont vraiment très bonnes avec des tailles de particules qui sont tout à fait cohérentes. Récemment, dans un papier, on a également pu montrer que le bismuth permettait de stabiliser les sites zinc et conduisait à une augmentation de la luminescence. Donc ces échantillons ont été réalisés avec des taux variables de bismuth et de chrome, et effectivement, on montre bien ici que ce dopage au bismuth va permettre d'augmenter considérablement ces performances en luminescence persistante. Alors pour conclure, donc on voit effectivement que c'est une discipline qui est relativement émergente. Donc aujourd'hui, on a simplement 46 publications sur la thématique, à savoir que les 2 premières publications sont parues donc en 2007. Mais on voit effectivement cette augmentation exponentielle du taux de publication et du taux de citation, avec une communauté aujourd'hui qui réunit à peu près 200 chercheurs. Donc on fait un petit peu le pari que cette thématique de nanosondes à luminescence persistante est une thématique aujourd'hui qui est
et émergentes. Et donc cette thématique, nous, on va effectivement poursuivre à travers l'ANR Pepsi avec l'Institut des matériaux de chimie ParisTech, et notamment avec Bruno Viana et Cyril Richard de l'unité de pharmacologie de chimie. Alors je voudrais remercier Céline Rosticher, qui est une des premières étudiantes avec Quentin Lemann de Chermont et Thomas Maldinet à avoir travaillé sur cette thématique. Il y a aussi, j'oublie pas, Aurélie Lecointre. Donc Aurélie Lecointre plus pour la partie propriété optique. Et donc aujourd'hui, c'est Morgane Pellerin qui reprend le flambeau avec Elliot Teston pour continuer effectivement cette aventure. Je voulais aussi remercier Marc-André Fortin du BIM pour les mesures d'IRM et également ici à Dribos pour les mesures de luminescence persistante en température. Merci beaucoup.